Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous lancerez ce nouvel épisode de la saison 2 de Chapitre Sportif. Aujourd'hui, on retrouve les chemins du rectangle vert et des vestiaires. De Gijón à Paris, en passant par Madrid et Barcelone, on va aujourd'hui décortiquer le parcours de Luis Enrique. Pour parler de cet ancien joueur et ce technicien qui s'est mis au diapason de sa carrière d'international espagnol, connu et reconnu, j'ai la chance et l'honneur d'échanger avec Thomas Goubin qui nous a livré le 8 avril dernier son deuxième ouvrage intitulé Luis Enrique l'acharné, toujours publié aux éditions Hugo Sport. Monsieur Thomas Goubin, comment allez-vous ? Bonjour Rafik, ça va très bien, merci de l'invitation. Merci à toi, c'est encore une fois un grand honneur pour nous de te recevoir et encore je te renouvelle mes remerciements pour le temps que tu vas nous consacrer pour présenter les arcanes de cette nouvelle aventure littéraire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mettez pause sur votre plateforme d'écoute et supportez Chapitre Sportif. Notez avec le maximum d'étoiles le podcast ou lâchez un j'aime pour celles et ceux qui nous écoutent via YouTube. Laissez un commentaire qui donnera envie aux personnes qui ne connaissent pas nos productions de rejoindre l'aventure. Et suivez-nous sur X, @chapitre sportif au singulier et tout attaché. Un petit geste pour vous, mais ô combien important pour notre visibilité. Petite page autopromo terminée. On va commencer, Thomas, si tu le veux bien, sur cet épisode. Comme d'habitude, on a notre fil conducteur qui est composé en 3 parties. La première, essayer de connaître davantage Thomas, son rapport à la lecture et son parcours. Et ensuite, on va découvrir les arcanes de ton aventure littéraire, le processus d'écriture, donner un peu envie aux auditrices et auditeurs de se procurer cet excellent ouvrage. Et on terminera avec des questions rituelles de un peu promo sur les canaux où on peut te retrouver, recommandations lecture et recommandations d'invités. Sans plus attendre, Thomas, est-ce que tu peux te présenter succinctement à celles et ceux qui vont nous écouter ? Thomas Goubin, je suis journaliste depuis indépendant, donc pigiste depuis 20 ans environ. Je suis spécialisé en sport, même si je ne touche pas qu'à cette thématique. J'ai commencé, à ce moment-là, je vivais à Paris, je collaborais notamment à SoFoot, presque au début, à l'équipe.fr également, au courrier de l'Atlas avec qui je collabore toujours. Et puis en 2009, il y a eu un virage dans ma vie personnelle et professionnelle. Je suis parti au Mexique. Et depuis le Mexique, je suis devenu correspondant, surtout pour des médias sportifs, donc correspondant pour le Mexique, mais aussi pour l'Amérique latine. Donc j'ai commencé à me spécialiser sur le traitement du foot latino-américain. Et là, je travaillais toujours pour SoFoot, France Football, l'équipe magazine, Eurosport, Slate, enfin plus plein de collaborations occasionnelles. L'Auto Hebdo aussi, pour qui je couvrais l'IndyCar surtout. Donc là, je voyageais pas mal aux États-Unis pour faire ça. Et puis en 2018, fin 2018, je reviens en France, à Rennes, ma ville de naissance, où on s'est installé. Et puis depuis, je suis toujours journaliste, mais plus seulement, notamment suite à un plan social au groupe L'Équipe. Donc comme pigiste, on est considéré comme salarié même si on n'est pas mensualisé. Et donc, moi, j'ai fait partie des gens qui ont dû partir à ce moment-là. Et depuis, donc, je continue toujours la pige, mais j'ai aussi commencé à travailler comme traducteur et interprète, donc de l'espagnol au français. Là-dessus, j'ai commencé ma première expérience, ça a été vraiment lié finalement à la littérature sportive, puisque j'ai traduit un ouvrage sur Lionel Messi de Guillem Balaguer, un journaliste espagnol. Et ensuite, j'ai commencé à travailler comme interprète avec la justice et puis également auprès de migrants pour faire court. D'accord. Dans toutes les démarches d'accompagnement, c'est ça pour les Oui, et surtout lors CADA surtout lors des formations civiques en fait qui sont ok. obligatoires pour les primo-arrivants.
Mhm. où là, bah, je traduis simplement, j'interprète en espagnol ce que le contenu de la formation. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire une petite digression sur le travail de traducteur? Mhm. Toi qui as les doubles casquettes, côté auteur et traducteur, qu'est-ce qui, quelle est pour toi la grande difficulté, entre guillemets? Est-ce que le fait d'être un auteur, ça facilite ton travail de traduction aussi, de l'autre côté? Bah, je pense que ouais, le fait d'être un auteur, ça facilite quand même. Alors, ça dépend ce qu'on a à traduire. Mm. Si j'ai à traduire, on va dire le contenu rédactionnel, le style rédactionnel sur lequel je suis le plus à l'aise, c'est-à-dire journalistique, là forcément ça m'aide. Parce que finalement j'ai les réflexes de l'écriture journalistique française et je vais peut-être éviter. Le danger c'est de trop coller au texte donc de la langue source, c'est-à-dire de la langue originale, dans ce cas-là de l'espagnol, de trop coller. Donc, quand on est sur un site journalistique, je crois que c'est plus facile de s'adapter finalement au canon de l'écriture journalistique française. Après, quand on part sur d'autres styles, bon, c'est peut-être un avantage, mais c'est moins. Je crois que c'est quand même moins évident. Très bien. Et toi, au niveau de la lecture, quel est ton rapport à la lecture de la jeunesse à aujourd'hui? Alors, dans ma jeunesse, la réalité, moi, c'est que j'ai toujours été un grand lecteur de presse. Donc, dans ma jeunesse, Ouest France, je suis de Rennes. Voilà, c'était tous les matins sur la table. Donc, c'est là-dessus que j'ai commencé. Et on va dire à la fin d'enfance, début d'adolescent, j'ai commencé à lire énormément de presse sportive. Je dévorais tout. Après, on va dire avec des moyens économiques limités, donc on n'avait pas accès à tout non plus. Enfin là, je parle des années 90, hein, donc, Mhm. voilà, pour les plus jeunes. Bah, ce qu'on lisait, c'est ce qu'on achetait en général. Donc, il n'y a pas forcément. Donc, en fait, ce qu'on achetait, on le lisait souvent plusieurs fois. Mhm. Et franchement, les magazines que j'achetais à cette époque-là, on les connaissait quasiment par cœur. Magazine de foot, avant tout, aussi de tennis. J'ai eu ma grande époque NBA, enfin, qui était assez courte en fait, mais où j'étais vraiment passionné. Donc là, c'était 5 majeurs. D'accord. Voilà, j'étais abonné à 5 majeurs. J'adorais ça. Et au fur et à mesure, donc après j'ai toujours été intéressé par autre chose que le sport, donc j'ai aussi un peu de presse généraliste. Mais ça c'est surtout venu, allez on va dire fin de lycée, début d'université. Je crois que je lisais pas mal Le Monde Diplo à Mhm. l'époque. Et après quand j'ai commencé vraiment à m'orienter vers le journalisme, à lire énormément de presse généraliste, enfin voilà, Libé, Le Monde, etc. Des magazines. Et j'ai très peu lu, la réalité, j'ai très peu lu de romans, en fait. Mhm. J'en lisais de manière très occasionnelle, très, très occasionnelle, et je le fais beaucoup plus maintenant, enfin, D'accord. je fais beaucoup plus maintenant, et aujourd'hui, même, alors je dirais pas que je privilégie les romans sur la presse, parce que la presse, ça fait partie de mon boulot, mais je trouve qu'il y a encore enfin, beaucoup plus à explorer finalement dans la littérature que dans la presse, même si aujourd'hui, bon, il y a un grand renouvellement des formats dans la presse. Et cette réorientation vers les romans, c'est peut-être aussi pour toi un souhait de t'oxygéner et de décrocher un peu entre guillemets du travail Ouais, quotidien pour un peu entre guillemets souffler le petit sas qui va bien et c'est ça? ouais, tout à fait, tout à fait, ça aide. Ça aide complètement. Bah, souvent, moi, un des moments où je lis, un des rares moments où je peux lire finalement en dehors de mon temps de travail, c'est le soir, juste avant le coucher. Et donc là, oui, je vais plutôt lire des romans vu que voilà, un enfant en bas âge. Sur le reste du temps, c'est assez compliqué de trouver un moment pour s'isoler. Ah, mais d'accord, très bien. Mais justement, belle transition sur le moment, donc c'est avant le coucher. Et là, sur les dernières lectures, est-ce que tu peux nous partager la dernière lecture que tu as eue hors sport et pendant, on va dire, dans le rayon littérature sportive, le dernier livre que tu as pu lire? Alors, hors sport, je lis un ouvrage sociologique, mais c'est un pote qui l'a écrit. Je vais lui faire de la pub. Donc, ça s'appelle La solitude des vivants. Ok. Et c'est une enquête de Sylvain Bordiec, en fait, qui est sociologue,
installé à Bordeaux. Il a enquêté dans le Médoc, donc qui est une région qui est connue pour son vin. Mhm. Et il a, à partir de son terrain, donc du Médoc, en fait, qui est une région assez spéciale où d'un côté il y a les grandes fortunes liées au vin, et à côté une main-d'œuvre extrêmement précaire. Il a étudié sur les solitudes et surtout la prise en charge des solitudes et le discours politique qui peut exister sur cette prise en charge. Voilà, donc je lis ça et alternativement, parce que j'ai pas forcément envie de lire de la socio avant de dormir, je lis un livre d'Alvaro Enrique, un Mexicain installé aux États-Unis, qui s'appelle Vie perpendiculaire, donc traduit en français, que j'aime, voilà, que j'apprécie, mais si je l'ai lu, c'est surtout que j'ai adoré son précédent, enfin un de ses précédents ouvrages, qui était dédié finalement, qui racontait l'histoire des Apaches, D'accord. notamment de Geronimo. Et les Apaches qui finalement, moi ce que j'ignorais même avant de le lire, hein, c'est que dont la plupart sont nés dans ce qu'est le Mexique aujourd'hui. D'accord. Ok. Voilà. Mhm. Très bien. Et au rayon sport, le dernier livre de sport que tu as pu lire? Ouais, alors j'ai vu ta question, puis je me suis rendu compte que j'ai pas trop lu ces derniers mois, et qu'en fait le dernier livre que j'ai lu, c'est la biographie de Luis Enrique, la D'accord. seule biographie de Luis Enrique qui existait en espagnol, Ok. qui s'appelle La méthode, El Método Enrique, D'accord. euh, et qui a été publiée il y a longtemps en fait, en 2015 ou 16, enfin juste après la conquête de la Ligue des Champions. Donc, il nous parle de Luis Enrique, de la première partie de carrière de Luis Enrique. C'est un ouvrage qui m'a servi dans mes sources hein, Hmm. pour, euh, pour ma documentation, pour écrire ensuite mon ouvrage. Ok. Très bien. Du coup, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et dans le bouquin en lui-même. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de cette aventure littéraire et pourquoi tu as voulu écrire sur Luis Enrique? Alors, pourquoi j'ai voulu écrire Parce que après la conquête de la Ligue des Champions, j'estimais finalement que Enrique, parmi les grands entraîneurs, c'était peut-être celui ou un de ceux qu'on connaissait le moins. En fait, il y a eu beaucoup d'ouvrages écrits sur Guardiola, Klopp, Ancelotti. Même en France, on a eu sur Tuchel, vu qu'il est passé par le PSG. Sur Emery, il y a eu un bon ouvrage d'écrit également. Et sur Enrique, déjà en français, il n'y en avait pas. Hmm. Et finalement, même en Espagne, il n'y en avait eu qu'un, comme je viens de te le dire. Donc, j'estimais qu'il y avait encore à creuser sur cet entraîneur, qu'il y avait sans doute beaucoup de choses à découvrir. Et puis, j'ai proposé ça à Hugo Sport, avec qui j'avais précédemment publié un ouvrage sur Marcelo Bielsa. D'accord. Et en fait, ils ont été tout de suite partants, notamment parce que pour vendre un livre, hein, si on se met à la place d'un éditeur, faut Hmm. quand même être dans l'actu en général. Faut qu'il y ait une actu qui résonne. Et on s'est lancé là-dessus, on va dire, je crois on a signé à la mi-juillet, donc c'était quelques semaines D'accord. après la Ligue des Champions. Et au niveau de justement de la temporalité et de la timeline, t'as un go mi-juillet derrière en termes d'écriture, comment ça s'organise en durée et en organisation avec la vie pro-perso Mhm. et qui doit être plus que chargée vu ce que tu nous as indiqué en introduction. Je pense que le café et les nuits blanches, ça a dû y aller. Ouais, le café, ouais. Surtout le café. Maintenant, j'évite les nuits blanches, à part dans la dernière ligne droite. D'accord. Mais en tout cas, donc on signe mi-juillet. Je pars juste en vacances à ce moment-là. Je reviens début août. À partir de là, je commence mon travail vraiment de documentation. Je commence Ok. vraiment là-dessus, à fouiller dans les sources. Notamment, comme auteur, on cherche toujours quelle peut être ma plus-value. Bon, moi, je parle espagnol, donc je vais vraiment fouiller dans les sources espagnoles, lire les archives d'El País et des grands journaux espagnols, lire la biographie, comme je viens de te le dire, d'Enrique qui avait été écrite. Euh, et je commence vraiment à faire mes demandes d'interview, je pense fin août, par là. Donc là, je commence à me dresser une petite liste, une première liste, on va dire, d'intervenants que je souhaiterais avoir. Mais c'est une liste qui s'enrichit au fur et à mesure, justement, de mes lectures, mes découvertes. Quand on interviewe un joueur, un ex-joueur ou un ex-collègue d'Enrique, il va peut-être nous donner l'idée d'interviewer un autre joueur, un autre intervenant en tout cas.
Et donc ça, c'est une liste qui n'a cessé de s'enrichir. Et sur l'organisation, bon, il y avait une deadline qui était à peu près, je crois qu'on était parti sur mi-fin décembre. Donc c'était assez court, hein, quand même comme délai. Euh, donc bah, l'idée, c'est une deadline qui a à peu près été respectée. Bon, en réalité, j'ai vraiment commencé à rendre des chapitres à la fin décembre. Et puis le reste, je les ai rendus au fil du lot jusqu'à la fin janvier, mais en sachant qu'ils étaient tous très avancés. D'accord. Donc l'éditeur allait pouvoir passer derrière chaque chapitre plutôt que de passer derrière un manuscrit entier. Ouais. C'était Euh, séquencé. ouais, c'était assez séquencé. Et bah après, c'est vrai que dans l'organisation, en fait, tout ce qui est recherche, écriture, c'est assez articulé parce que finalement, un intervenant veut faire qu'on va modifier certains contenus de chapitres ou ça peut nous donner une nouvelle orientation. Donc ça, c'est un travail qui ne cesse, on va dire, de s'affiner. Il y a quand même des thématiques pour moi qui me paraissaient évidentes qu'il fallait creuser après mes premières interviews. Je suis parti un peu sans a priori, quoi. C'était un peu l'idée, quand tu me demandais pourquoi le bouquin aussi, parce que bah, j'estimais aussi que j'ai l'impression qu'on le connaissait mal et il y avait pas mal d'a priori sur lui. Mhm. Peut-être moi-même, je pouvais même avoir des a priori. Et petit à petit, avec les recherches, les interviews, tout s'est un peu décanté. Très bien. Pour rebondir sur ta réponse et sur les différentes personnes que tu as pu avoir pour ce bouquin, moi, c'est l'un des motifs de satisfaction, entre guillemets, de plaisir que j'ai pris à la lecture du livre. C'est le nombre important de témoignages de personnes qui ont croisé Luis Enrique, on va dire, à différents stades de sa carrière et avec des fonctions différentes. On peut citer Abelardo, Javier Clemente, qui est un des personnages plus que prépondérants dans son cheminement et son choix aussi de s'orienter dans une carrière d'entraîneur. Après, on a des personnages reconnus comme Pierre Sage ou Jorge Valdano. Donc, c'est des bons guests, entre guillemets. Quel est l'entretien ou, allez, on va dire on va dire peut-être trois entretiens qui t'ont le plus marqué, si tu peux pas en retenir qu'un seul, et la personne que tu n'as pas pu avoir, mais que tu aurais aimé échanger avec elle pour enrichir un peu le bouquin. Alors, ouais, c'est une question difficile. Si je dois en retenir trois, d'abord, je vais te citer Jonathan Soriano, qui est un ancien joueur de la réserve du Barça, mais qui lui avait déjà qui avait déjà une carrière professionnelle. Il fait partie des joueurs pro que Enrique a appelé en renfort quand il a pris la tête du Barça B. Donc ça, c'est sa D'accord. première expérience d'entraîneur à Enrique. Et, euh, et lui, il a été extrêmement intéressant, en fait. Il m'a permis de comprendre qu'Enrique, bah, justement, n'était pas aussi buté qu'on le dit, Mm. même s'il avait un sacré caractère. C'était vraiment un innovateur, quelqu'un qui était toujours en recherche constante finalement d'améliorer sa méthode, de la faire évoluer. Que oui, oui, il était autoritaire, oui, il imposait, son autorité était imposante, mais que dans le même temps, il avait un rapport assez proche aux joueurs et que c'est quelqu'un qui savait très bien gérer un vestiaire. Donc, et aussi sur le côté psychologique, enfin sur l'attachement d'Enrique à la préparation psychologique, il m'a aussi vraiment donné beaucoup d'informations. Et donc vraiment c'est une interview capitale parce que ça a en grande partie, je crois, conditionné finalement même le chapitrage du livre. Donc Jonathan Soriano. Après il y en a plein, franchement. Je dirais que j'aurais voulu avoir encore plus d'intervenants. J'en ai Mhm. contacté énormément. Il y a énormément soit de rejets ou de personnes qui répondent pas, ce qui est assez classique, surtout dans le foot, hein. Mm. Euh, Par contre, la chance que j'ai eue, c'est ceux que j'ai eus, je les ai tous trouvés très intéressants. Après, qui je peux te citer, j'ai adoré Borja Oubiña, qui était le capitaine du Celta Vigo D'accord. quand Enrique a pris le Celta Vigo, il l'a pris en main. Et ce qui était intéressant avec Oubiña, c'est que lui, c'était un joueur mature, un joueur, en fait, c'était sa dernière année de sa carrière. Mais il m'expliquait qu'il avait appris énormément de choses. Et donc, c'est un joueur aussi qui avait une vraie réflexion sur le football, Mm. qui a compris ce que voulait Enrique, alors qu'il n'était pas du tout habitué à... En fait, il a appris plein de choses dans cette dernière année de carrière. Et comme lui est devenu ensuite technicien, aujourd'hui il est adjoint dans le staff du Celta Vigo, bah, c'est quelqu'un qui a également une vision d'entraîneur, pas seulement de joueur, sur
sur Enrique. Donc Borja Obiña, c'était top. Et un troisième, bon, là, c'est dur, il y en a tellement. Ouais, Je vais peut-être pas citer les plus évidents. Par exemple, Valdano, bon, tout ce ouais, qu'il dit, c'est de l'or, quoi. Dès ouais. qu'il ouvre la bouche, c'est une phrase parfaite. Mais je vais te dire, bah, Pierre Sage, quand même, il a quand même beaucoup aidé sur la partie tactique. Et puis, il était vraiment disposé à parler d'Enrique, alors qu'à l'époque, bon, il était déjà, Lens, c'était déjà le rival de Ouais. Paris pour le titre. Mais voilà, bon, Pierre Sage, voilà, un entraîneur et puis une personne vraiment comment dire, enfin, extrêmement compétente et ouverte et qui est un peu comme Enrique, qui sait, en fait, qui sait tellement qu'il sait justement, qu'il n'a pas peur de voir son autorité remise en cause parce que bah, justement, il va parler en bien de son rival Hmm. pour le titre. Et petite anecdote aussi, j'en profite parce qu'il y a un dénominateur commun entre toi et Pierre Sage. J'avais réalisé non, la deuxième édition de la grande brocante des sports, tu sais, de SoFoot et Trash Talk. Et sache que ton bouquin Loco Unchained, il a été acheté par Pierre Sage justement et offert à Karim Mokedem qui était venu là, à la braderie. Et comme Ok, j'avais mon petit stand et du coup ils ont pris un exemplaire et du coup il a été transmis à Monsieur Mokedem et offert par Monsieur Pierre Sage. ok, bah Voilà. c'est sympa à savoir. Mais oui, j'avais compris que Pierre Sage avait lu le bouquin sur Bielsa quoi, Voilà. quand je l'ai eu. Ouais. Très bien. En parlant justement d'écriture, tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y a eu donc des remises de chapitres échelonnés à Hugo Sport. Et dans tes remerciements, tu remercies Pato euh, comme relecteur. Est-ce que tu avais d'autres relecteurs justement pour réajuster tes écrits et justement quels sont les ajustements qui t'ont permis de faire ces relecteurs pour respecter les deadlines et bonifier tes productions. Alors Pato, en fait, c'est mon frère qui est également bilingue espagnol-français. Donc je dis pas par hasard parce qu'en fait, ce qui m'a notamment... Alors voilà, comme je l'ai utilisé parce que bah, justement, lui, il est, on va dire, impitoyable, il est franc et pour moi, c'est ce qui est le plus important chez un correcteur, de pas faire de sentiments justement. Mhm. Euh, et comme il a finalement cette connaissance de l'espagnol, et moi ça m'arrive de faire, notamment quand je traduis, on essaye d'éviter, mais des fois, bah, notamment quand on écrit un ouvrage, où on écrit énormément en termes de quantité, on peut laisser passer des espagnolismes, c'est-à-dire que une expression qui me paraît naturelle à moi, elle n'est pas du tout, elle va pas l'être pour un français parce que j'ai en tête inconsciemment l'expression espagnole. D'accord. Bon, c'est des choses qu'on essaie d'éviter, mais lui, vraiment, il a pu me détecter ces petites erreurs. Et puis après, c'est sur la fluidité surtout. Et, enfin, moi, c'est souvent ma priorité, c'est d'être le plus clair possible, quand même, dans mon écriture. Donc ça, il m'a aidé en cela. Quand lui butait sur une phrase, c'est sans doute que le lecteur allait également buter sur la phrase. Donc, bah, soit il me suggérait une correction, soit j'essayais de trouver quelque chose. Et après, comme autre correcteur, il y en a pas vraiment eu. En fait, à Hugo, il y avait bah, l'éditeur qui relisait. Bon, la réalité, c'est qu'il était plutôt content. Donc, il y a eu des modifs, mais c'était surtout bah, sur la typographie. Bon, ça, c'est des choses voilà, pour lesquelles les éditeurs sont plus spécialisés que nous. Et puis après, les trucs classiques, quoi, les répétitions, Mhm. voilà, un chiffre écrit en lettres ou l'inverse. Voilà. Enfin, on est sur Ok. ce niveau de correction. Ouais, ça va, ça reste mineur, quoi. Donc Oui, c'est ça c'est ok, mineur. Mm. super, très bien. Et du coup, pour faire le lien avec ta première aventure littéraire, Euh, est-ce que justement le fait d'avoir déjà écrit un premier bouquin, donc on le répète, sur Marcelo Bielsa, Hello Coenchained, toujours aux éditions Hugo Sport, est-ce qu'il y a des éléments, des enseignements de la première aventure que tu as, sur lesquels tu t'es appuyé pour cette écriture-là, ou pas du tout, c'était entre guillemets repartir d'une feuille blanche et C'était pas repartir du chaîne blanche, mais en fait, j'avais une petite frustration vis-à-vis de ce livre. À l'époque, on avait décidé d'axer en fait, de faire quelque chose de très facile à lire
Mhm. en proposant une succession d'anecdotes classées de manière thématique. Et vraiment sur l'écriture, c'était sur les introductions de chapitres qu'il y avait un vrai travail rédactionnel. Après, bon, évidemment, sur quand il fallait narrer les anecdotes, il y a aussi un travail, mais on était sur des textes très très courts. Et donc là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus narratif, sans faire une biographie non plus. Enfin, on voulait pas faire une biographie, notamment chronologique, on voulait éviter ça. Et l'angle qu'on a choisi, et ça rejoint une question précédente, là, c'est en discutant avec l'éditeur, justement, on s'est dit qu'on en est anglais sur les clés de sa réussite avec le PSG. Et ça a vraiment permis de privilégier une approche thématique où en fait, en creusant dans sa biographie, euh, creuser dans sa biographie permettait justement d'expliquer la méthode qu'il appliquait aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Donc sur ouais, les leçons de Bielsa, après l'autre leçon, c'est que non, c'était plutôt pour Bielsa, c'était le premier, donc je partais un peu dans le vide. Mhm. Là, je savais que finalement, même si c'est toujours difficile d'évaluer le temps que va nous prendre un bouquin, euh, je savais que ce sauf surcharge énorme de travail à côté, j'allais le parvenir. Donc j'avais une certaine tranquillité, même si quand on commence à avoir du mal à les intervenants, là, il y a quand même du stress qui vient. Mhm. Mais l'idée, c'était aussi ça, quoi. C'est-à-dire lancer le maximum de demandes d'interview pour pas se retrouver le bec dans l'eau et avoir. Mon but, c'était d'avoir au moins une trentaine d'intervenants et c'est ce à quoi on est arrivé, je crois. Ouais, c'est très bien, ok. Et en faisant un peu un prolongement sur ces deux livres, parce que tu as quand même deux techniciens de renom et qui ont marqué aussi ben, le championnat de France, si on recentre un peu la focale au niveau de l'Hexagone. Quels sont selon toi les points convergents entre ces deux hommes et à contrario les différences qu'on peut avoir entre ces deux techniciens? Bah, les points convergents, c'est que c'est des personnes, on va dire, assez hermétiques. Donc une façade assez hermétique, donc c'est assez intéressant à explorer, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Des personnes qui parlent pas à la presse, enfin en tout cas qui donnent pas d'entretien individuel Mhm. et qui font pas d'exception ou très rarement des exceptions à la règle. Euh, Ensuite, bah, c'est deux entraîneurs qui sont complètement dédiés à leur travail, enfin, sont vraiment des passionnés de foot qui travaillent du matin au soir. Bon, Beleza de manière un peu plus excessive. Et justement, la différence, c'est sans doute ça, c'est que Bielsa porte un peu tout le poids, euh, comment dire, enfin, dire que Enrique, lui, arrive à déléguer. Ah oui. Il arrive à déléguer. Il s'appuie vraiment sur ses adjoints, vraiment. Mhm. Bielsa, il a des adjoints, mais il s'appuie pas autant sur ses adjoints qu'Enrique. Bielsa, il se considère comme un peu le seul leader. Le seul leader. Et lui, Enrique, bah, au contraire, c'est le leader, c'est lui. Pour lui, être le leader, c'est celui qui tranche, en fait, en dernière instance, D'accord. mais en s'appuyant sur le savoir de ses adjoints. Et par exemple, avoir un psychologue à ses côtés, je pense que c'est quelque chose que ne ferait jamais Bielsa. Mais Bielsa a tout un discours hein, sur le fait que, sur ce qu'est être un leader. Et bah, lui, voilà, clairement, c'est l'unique leader du vestiaire. Et après, en termes de dissension entre les deux personnes, bah, sur le plan tactique, ils jouent pas le même football, mais pour moi, ils ont un peu la même philosophie, en tout cas, la même approche. Voilà, c'est avoir le plus possible le ballon, être une équipe perpétuellement conquérante et exiger énormément de leurs joueurs. Ce qui fait dire parfois qu'ils exigent trop. Donc ça, c'est quelque Mhm. chose plutôt qui les rapproche. D'accord. Tu t'évoquais justement à juste titre les rapports tumultueux qu'ont ces deux personnes avec la presse. Et on a Luis Enrique, peut-être dans un souhait de maîtrise et de désintermédiation, qui s'était lancé dans une aventure digitale avec l'Espagne et en lançant une chaîne pardon, Twitch pendant la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet épisode-là, parce que c'est un des canaux pardon, de communication qui est de plus en plus
on va dire, utilisé également dans le journalisme aujourd'hui, parce que les créateurs de contenu, ils ont aussi leur voix à dire dans l'analyse de la discipline sportive. Et est-ce que tu penses, l'autre question qui est associée à ce thème-là, c'est est-ce que tu penses qu'il serait à terme capable de reprendre du service de streamer ou c'est quelque chose qu'il a mis derrière lui et qu'il va pas forcément refaire? Alors, je vais commencer par la fin. Oui, je pense qu'il peut reprendre du service. Et pourquoi, en fait, il a utilisé ce canal? Alors, j'ai eu un intervenant intéressant qui m'a permis de décrypter ça. C'était le directeur de la communication de la sélection espagnole, Ok. qui est un ancien journaliste, comme souvent les anciens responsables presse. Et lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, bien avant encore la Coupe du Monde, et depuis que Enrique avait pris en main en fait la sélection, il réfléchissait sur la manière de renouveler un peu la communication autour de la sélection, et ça s'est fait notamment sur les présentations des sélections. Souvent, il les présentait un peu comme si il annonçait la composition dans le cadre d'un jeu vidéo, par exemple. Ou avec des cartes un peu genre ce type. Alors moi je connais pas trop Ouais, ça, c'est mais les genre FIFA, FUT, trucs comme ça, un peu comme ça, non? voilà, Ok. ouais, ouais. Et après, avant la Coupe du Monde, ils ont commencé. En fait, Enrique voulait s'adresser directement aux supporters. Mhm. Euh, et ils ont commencé à travailler sur cette idée. Son fils est un streamer. Son fils utilise Twitch. Et finalement, ça l'a influencé pour utiliser ce canal pendant la Coupe du Monde et un peu en amont, ce qui n'empêchait qu'il avait toujours ses obligations vers la presse, hein, Mhm. dans le cas d'une Coupe du Monde, les entraîneurs doivent se présenter devant la presse avant et après les matchs, on ne peut pas y couper. Mais à côté de ça, il dialoguait directement avec les fans sur Twitch. Souvent, c'était des sessions assez longues, finalement, assez Mhm. longues. Parfois, il était avec ses adjoints, par exemple avec Joaquin Valdez, le psychologue. Je crois qu'il en a fait une avec Raphaël Paul aussi, son acteur l'adjoint principal à Paris. Et ce qui était amusant, ça permettait de découvrir un peu un autre Enrique, peut-être un peu plus blagueur, très chambreur en fait, très chambreur. Euh, et après, lui estime que ça permet de faire découvrir un peu son vrai visage. Mhm. Mais moi, je trouve aussi que ça lui permettait de finalement de... Lui, il parle d'un espèce de contact un peu plus authentique avec la presse. Mais au final, sur Twitch, on peut quand même filtrer les questions. Oui. Donc ça permet quand même de contrôler également sa communication. Et je crois que cette volonté de contrôler assez omniprésente chez Enrique, que ce soit dans sa communication puis dans les autres pans de son management. Très bien. Et du coup, on va un peu prolonger ça pour connaître un peu qui est le vrai Luis Enrique, Luisine, comme il est surnommé par ses proches. Donc, il est issu d'une région qui est assez particulière. Et si on fait un peu un lien, et si on se risque à une analyse psychosociologique niveau 1, voire 0,5, quand tu présentes dans le bouquin la région où il a grandi, son éducation et la sensibilité politique de la ville de Gijón, on peut trouver un lien avec les valeurs qu'il prône dans ses tactiques, dans sa méthodologie et dans le fait que le collectif prime sur l'individualité. Est-ce que tu peux nous représenter cette ville et nous développer un peu de manière plus, on va dire plus élégante ce que je viens de présenter? Je pense que oui, il y a un lien. Mais il y a notamment un lien parce que finalement, l'équipe, donc le Sporting Gijón, où il a commencé sa carrière, était vraiment ancré dans son territoire. Donc était vraiment influencé par finalement la sociologie de la ville, ou voire même sa sensibilité politique, en tout cas par la sociologie de la ville, en sachant que Gijón, c'est une ville très ouvrière. C'est la plus grande ville des Asturies, mais c'est pas la capitale. C'est une ville donc où les gens travaillaient surtout dans la mine notamment et sur les chantiers navals. Euh, donc on a vraiment un substrat ouvrier, une ville qui est à gauche, qui est clairement à gauche. Euh,
Et la plupart des habitants de Rijon, donc dans la jeunesse d'Enrique, c'est-à-dire les années 80, sont des migrants de l'intérieur de la Galice, notamment ses parents. Donc ils viennent de régions, enfin d'endroits, de zones de la Galice encore plus pauvres que Rijon, et qui viennent à Rijon pour gagner leur vie finalement. Hmm. Et ça, c'est le cas des parents d'Enrique. Et ils se retrouvent dans des quartiers qui commencent à être construits, comme ça a eu lieu en France. Hein, beaucoup de quartiers construits dans les années 50, 60. Au début, où il n'y a pas vraiment d'équipement public. Donc, il y a une vraie vie communautaire pour survivre, pour s'en sortir. Et donc, lui, il a baigné un peu dans cette ambiance. Et puis, au Sporting Rijon, à l'époque, quasiment tous les joueurs venaient des Asturies. Donc, il n'y avait pas une politique vraiment qui avait été édictée comme à Bilbao, par exemple, où il n'y a que des Basques qui jouent. Mais finalement, le fonctionnement de la région et du football de l'époque, hein, qui était quand même beaucoup moins globalisé, faisait que la plupart des joueurs viennent des Asturies, venaient du même type de famille, avaient les mêmes racines finalement sociales, et en plus dans ce club, on faisait confiance à la jeunesse, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Aujourd'hui, on voit des joueurs de 15-16 ans qui commencent. À l'époque, en général, fallait en passer par une phase quasiment de bizutage où les vétérans vous traitaient un peu mal. Et c'était pas le cas à Rijon. À Rijon, quand Enrique commence, hein, assez tôt, vers 19 ans, il y a quand même la moitié de l'équipe qui a entre 19 et 21, 22 ans, ce qui était une véritable exception à l'époque. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il y a un vrai lien après entre le football que prône aujourd'hui Enrique et ce qu'était Rijon à l'époque. Parce qu'au Sporting Rijon, au-delà de la ville, dans le club, on joue un football extrêmement généreux où il fallait se battre justement sur chaque ballon. Et ça, c'est quelque chose qu'il arrive encore à inculquer aujourd'hui, dans un environnement beaucoup plus glamour comme celui du PSG, mais qu'il arrive quand même à transmettre au PSG. Et puis, voilà, on était sur des joueurs qui donnaient tout, qui étaient des passionnés, et sur des vestiaires aussi où finalement il y avait une vraie unité au sein du vestiaire entre des joueurs qui venaient du même milieu finalement. Très bien. Et justement, ce côté un peu jeune joueur, développement de jeunes joueurs, c'est une des qualités principales qui a compté dans le choix de Luis Enrique pour, on va dire, être nommé à la tête du PSG. Avoir un groupe qui est composé d'éléments aussi jeunes, justement, est-ce que c'est pas un prérequis pour supporter son exigence, celle de son staff, et surtout pouvoir avoir un groupe qui infuse les préceptes de jeu de Luis Enrique et de son staff? Alors je pense que ça aide, c'est pas forcément indispensable. Je pense que l'important, c'est qu'il y ait des joueurs humbles qui acceptent d'apprendre des nouvelles choses, quel que soit leur statut. Par exemple, c'est ce qui s'est passé à Vigo, où je te disais, il y avait un joueur qui était en sa dernière carrière et qui a accepté de remettre en cause en fait toute sa manière de concevoir le football, D'accord. parce qu'il sentait qu'il s'enrichissait. Après PSG, c'est vrai qu'on a une configuration un peu idéale parce qu'on a des joueurs jeunes ou en pleine force de l'âge. Là, je pense à Hakimi ou Dembélé. Mais aussi des joueurs en fait finalement assez humbles. Dembélé, pour moi, c'est pas une star au final. Enfin, peut-être maintenant il est starisé parce qu'il est Ballon d'Or, Mmh. mais c'est pas une star au niveau des Neymar, des Messi, des Mbappé, qui sont des vraies icônes finalement, et à qui il est plus difficile d'imposer certaines choses. Donc, tant que le joueur, ce qui est important, voilà, c'est le joueur disposé à travailler, à remettre en cause aussi leurs acquis, leur manière de concevoir le football. Et évidemment, étant donné on va dire le coût énergétique du football d'Enrique, il est préférable d'avoir des joueurs jeunes qui peuvent multiplier les allers-retours sans se fatiguer, en tout cas en pouvant récupérer rapidement et remettre ça 3 jours plus tard. Ça, c'est clair que ça aide. Et puis au PSG, c'est vrai qu'on est dans cette configuration-là et que l'avant-dernier mercato, celui avant la Ligue des Champions, justement, lui avait permis de encore rajeunir ce groupe et d'ailleurs d'avoir l'équipe du PSG la plus jeune de l'histoire. Très bien. Et du coup, là, tu viens de décrire un peu le portrait robot du joueur qui peut s'installer dans le groupe de Luis Enrique. Si tu devrais citer, on va dire, un joueur dans l'effectif actuel qui est le symbole de la philosophie de jeu de Luis Enrique, quel est le nom qui sort pour toi?
En fait, je trouve ça difficile d'en ressortir un, parce que justement, il y en a tellement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y en a tellement que le PSG fonctionne aussi bien, et que le PSG est sans doute l'équipe où Enrique a pu le mieux imposer ce qu'il voulait finalement. Mhm. Mais si je ressors un, c'est forcément, je dirais un des milieux, quoi. C'est Joao Neves ou Vitinha, quoi. C'est-à-dire des joueurs fins techniquement, mais avec une grosse caisse physique, habiles dans la partie défensive, dans l'entrejeu, et également habiles proche de la surface ou dans la surface, comme on l'a encore vu avec Joao Neves là contre le Bayern et son but inscrit sur corner. Mhm. Très bien, ok. Et du coup, maintenant, on va élargir un tout petit peu la focale. Là, il y a quelques questions. Tu nous as mis en exergue le fait que Luis Enrique s'appuyait énormément sur les membres de son staff, parce qu'il m'a délégué justement pas mal. C'est un peu on va dire un prérequis pour toute personne qui fait du management, hein, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir réussir. Et selon toi, euh, si tu devrais sortir un membre de son staff qui est le plus important entre guillemets dans sa réussite, tu citerais qui? Bon, c'est forcément ou Joaquin Valdés, donc son psychologue, Hum, qui est là depuis les débuts, ou Raphaël Paul, qui est son adjoint, enfin qui a commencé comme préparateur physique, mais depuis la Roma, donc c'est hum. sa première expérience au niveau professionnel. Voilà, forcément c'est l'un des deux. Aujourd'hui, je m'inclinerais plutôt pour Raphaël Paul, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment son principal adjoint. Là, il a indiqué qu'avant le Bayern, c'est lui qui avait fait la causerie, par exemple. Ah d'accord, Donc, ok. donc vraiment, il a un rôle primordial, et notamment sur l'analyse tactique de l'équipe et aussi des adversaires. Très bien. Et du coup, en lien avec le staff, il y a deux concepts qui sont importants et que tu décris dans le bouquin et que j'aimerais que tu puisses présenter aux personnes qui vont écouter cet épisode. C'est la théorie des systèmes dynamiques et la socio-affectivité. Mhm. Alors, la théorie des systèmes dynamiques, je vais pas te le citer de tête la définition, mais en fait, ce qui est important, c'est que c'est une théorie de la vie finalement, où on explique que ce qui caractérise le plus la vie, c'est finalement l'instabilité. Et le fait est que l'homme, l'être humain, doit toujours être dans l'adaptation. C'est une exigence constante finalement de la vie. Et ça, il l'applique au football. C'est-à-dire que dans le foot d'Enrique, justement, il apprend ses joueurs à s'adapter. Donc, il apprend à ses joueurs à résoudre finalement des problèmes eux-mêmes, évidemment, en les guidant. Par exemple, un exercice qui peut être fait à l'entraînement, qui est assez classique, hein, il n'y a pas qu'Enrique qui fait ça, mais un exercice, on va faire une ressortie de balle avec pressing des attaquants, donc ressortie de balle à 3 ou 4. Et là, il faut que les joueurs trouvent des solutions. Alors finalement, forcément, donc la solution, parfois, c'est d'aller en profondeur, parfois, c'est de trouver un appui en retrait, parfois, c'est un déplacement horizontal, vertical, etc. Mais à force de mettre les joueurs en situation, finalement, ils commencent à intégrer toutes les solutions qui se présentent à eux sur une ressortie de balle. Donc, on n'est pas sur une chaîne de passes comme ça, euh, un peu préfabriquée, qu'on va appliquer, sur laquelle on va faire un copier-coller de l'entraînement en match, même s'il travaille aussi ça, hein, Enrique. Hmm. Euh, mais l'idée, c'est d'être dans l'adaptabilité permanente, évidemment, en orientant les joueurs. Si à l'entraînement, les joueurs se trompent, bah là, il va leur indiquer justement qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quelle peut être la solution préférable. Et à force de s'entraîner ensemble, notamment dans des petits espaces, les joueurs apprennent à se comprendre. Et ensuite, en match, ils font ça assez naturellement. Et aussi parce qu'ils ont la capacité. Parce qu'aux joueurs, au PSG, il n'y a que des joueurs tellement assez exceptionnels Hmm. sur le plan technique. Très bien. Et du coup, pour la suite, en fait, donc là, on sait que, enfin, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Luis Enrique l'a prolongé récemment jusqu'en 2029 avec le PSG. Quels sont, selon toi, les clubs ou sélections qui seraient susceptibles d'être les prochaines étapes de sa carrière? Ou est-ce que tu penses qu'il va s'inscrire dans la durée à l'image d'un Wenger ou d'un Sir Alex Ferguson au PSG?
Ouais, on peut même citer aujourd'hui, je trouve Guardiola, Oui, ça se oui, à rapprocherait City, ouais. quasiment plus Mm. de son cas de figure, même ce qu'a fait Klopp à Liverpool, où il est Oui, c'est resté quand ça, même ouais. un moment. Petite Euh, décennie là-bas, ouais. Simeone, dans un autre Ah style, oui, à ouais, ouais, l'Atlético clairement, ouais. Madrid. Donc aujourd'hui, il y a des entraîneurs quand même qui restent longtemps dans des clubs. On a l'impression qu'aujourd'hui, la durée de vie d'entraîneur est réduite, mais dans certaines conditions, dans certains clubs qui ont les moyens finalement de satisfaire les Mm. exigences de leurs entraîneurs, les entraîneurs peuvent s'installer. Enrique, il est dans cette configuration. Là, il est dans une configuration idéale. C'est lui qui a choisi son effectif. Il a les moyens pour bosser. Visiblement, il s'entend bien avec le directeur sportif. Après, on est quand même sur deux personnes explosives, Luis Campos et Luis Enrique, donc on se demande si ça va forcément durer. Mais on va dire que ça durera tant qu'il y aura des résultats. Ouais, une banalité, mais pour moi, il est dans la configuration idéale pour vraiment se placer dans la durée au PSG. Et ce qu'il va le faire, c'est autre chose. Il parle souvent, Enrique, d'épuisement. C'est ça qui l'avait conduit à lâcher les rênes du Barça aussi. Mais au Barça, il y avait une vraie usure de l'effectif finalement. Il n'était pas dans une phase ascendante. Mm. Il avait tout gagné la première année. Et puis ensuite, il y avait certains joueurs qui avaient du mal à répondre à ses exigences, notamment les stars. Et à Paris, on n'est pas dans ce cadre-là, mais bon, bah, l'usure, ça guette toujours les entraîneurs actuels, parce qu'aujourd'hui, bon, je te disais qu'Enrique travaille énormément, mais aujourd'hui, en fait, c'est le cas de tous les entraîneurs. Il y a des nouvelles, comment dire, les entraîneurs actuels, ils ont tellement de pans, en fait, sur lesquels travailler, que ce soit le physique, l'analyse de l'adversaire, l'analyse de ses propres joueurs. Ils ont tellement d'outils à disposition, la data, la vidéo, que si on bosse sur le détail, on peut y passer des jours, enfin quasiment 24 heures par jour. Et ce que font la plupart des entraîneurs aujourd'hui, Enrique inclus. Et donc, bah, l'épuisement, il menace toujours. Donc, est-ce que l'épuisement va le faire ensuite renoncer finalement, écourter son mandat à la tête du PSG? C'est aussi une possibilité. Moi, ma conviction, c'est que s'il part du PSG, en tout cas, il rebondira pas directement sur un autre projet. Mm. Il fera comme il a souvent fait dans sa carrière, se prendre une année sabbatique ou au moins un semestre pour se recharger finalement en énergie et repartir sur un nouveau projet. Le projet le plus évident pour moi, ce serait un club de première ligue parce qu'il a jamais. C'est comme un entraîneur de très haut niveau. Mm. Aujourd'hui, voilà, beaucoup l'estiment. Estime que c'est le meilleur entraîneur ou un des meilleurs au monde, donc forcément les meilleurs clubs le veulent. Euh, il ira pas au Real Madrid, puisque plus ou moins il déteste le Real Madrid, même s'il y a joué. Bon là je force un petit peu le trait, mais surtout il est vraiment attaché aux couleurs du FC Barça. Barcelone. Donc qu'est-ce qui reste pour lui et qui a les moyens de le prendre bon, à part les clubs anglais, en fait, je vois pas où il pourra aller. Bon après il y aurait par exemple, le Bayern, hein, Ouais. Une il y pep, aurait quoi. hein, une PEP, voilà. Mais là, ouais, ce serait vraiment faire une PEP. Mais c'est vrai que ça pourrait correspondre au football qui veut imposer. Ouais. Très bien, ok. Bah, avant de passer maintenant aux questions rituelles de clôture d'épisode, je tenais à te remercier pour l'excellent travail que tu as réalisé avec ce livre. C'est un ouvrage qui est fédérateur pour toutes les personnes qui sont attachées à des valeurs importantes, que ça soit l'éthique de travail ou la quête de l'excellence, pardon. Et après, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est que tu mets en lumière justement un personnage qui est pas très connu et mis en valeur aujourd'hui en France et même à l'étranger. Hein. C'est un personnage qui brise aussi les cloisons du supporterisme, parce que peu importe le club que tu supportes, à un moment donné, tu es obligé juste de t'incliner devant le talent du monsieur et tout ce qu'il a pu faire. Et ce qui est aussi hyper intéressant avec le bouquin que tu as livré, c'est que même les personnes qui sont pas forcément très férues de sport, mais qui ont des missions de management, qu'elles soient fonctionnelles ou hiérarchiques, bah, elles vont trouver dans le bouquin des clés à décliner dans leur quotidien.
Donc j'espère vraiment que le succès éditorial il sera au rendez-vous pour toi, pour récompenser tout le travail que tu as pu réaliser et encore une fois mettre la lumière sur l'un des coachs les plus marquants du football contemporain, c'est juste très bien et j'espère que les résultats permettront justement de mettre encore plus la lumière sur le bouquin et donner un peu plus de peps aux ventes et que ça puisse bien, on va dire, rétribuer l'investissement personnel que ça a demandé. Ok, merci beaucoup Rafik, hein, c'est beaucoup de compliments, mais c'est très sympa. Et bah, j'espère aussi que ça pourra intéresser au-delà justement des férus de foot. Enfin, c'est toujours ce que j'essaye aussi, j'ai toujours une approche un peu assez sociétale du sport Mmh, et de faire que bah, les sujets que j'écris puissent intéresser ouais, au-delà vraiment du foot. super. Donc maintenant, on va passer aux questions rituelles. Donc tu nous as dit aujourd'hui que tu écris encore sur plusieurs médias. Dans quels journaux on peut retrouver tes papiers Alors actuellement, surtout dans le Courrier de l'Atlas, donc un mensuel, pour ceux qui connaissent pas, qui couvre l'actualité de la France et du Maghreb, donc Mhm. mensuel installé en France, mais dont la rédaction est en France. Donc là où je traite surtout de sport, hein, des fois d'autres sujets, mais surtout de sport. Et après, un petit peu le Télégramme en local, comme je suis à Rennes. Et là, j'ai repris avec Eurosport parce qu'en fait, je vais aller couvrir la Coupe du Monde, mais depuis le Mexique, seulement Ok, depuis le Mexique. Et donc là, bah, je vais pas mal écrire sur Eurosport ces prochaines semaines et pour le quotidien suisse, Le Temps également. ok, Et voilà, de manière très occasionnelle encore, voilà, ça m'arrive de signer quelques sujets pour SoFoot ou SoFoot.com. d'accord, très bien. Et maintenant, au niveau des recommandations de lecture, est-ce que tu aurais 3 livres de sport à nous recommander? 3 livres de sport, ouais, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais recommander? Euh, alors déjà lire pour ceux qui parlent espagnol. Oh, peu euh, importe pour si. ceux qui parlent espagnol, lire Jorge Baldano. Il y en a un qui s'appelle Les 11 pouvoirs du leader, mais on peut tout lire, hein, franchement. Chaque phrase, comme je vous disais tout à l'heure, chaque phrase est de l'or. Hmm, Donc, bah, Jorge Baldano, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un joueur qui a été champion du monde 86, mais qui est également un intellectuel et qui écrit sur le foot depuis très longtemps. Il a commencé un peu dans les colonnes d'El País et depuis il a signé beaucoup d'ouvrages, malheureusement non traduits, ce qui est un vrai, moi, je trouve un vrai impair de l'édition française. Mais voilà. Après, euh, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, là, en fait, qui va être mis en lumière ces prochaines semaines, qui s'appelle El Partido. Et alors, je dis pas ça parce que je l'ai traduit, mais je l'ai hmm, traduit pour les éditions du Carnet Opposé parce que j'ai adoré ce bouquin. Enfin, vraiment, c'est un bouquin en fait qui revient sur le match mythique entre l'Angleterre et l'Argentine de 1986, ok, le quart de finale. Et, euh, et là, c'est un vrai travail journalistique. En fait, il nous fait vivre toute la journée c'était le 20 juin 86, si je me trompe pas, le 20 juin 86, donc du lever de Maradona notamment jusqu'au coucher. Euh, et en interviewant absolument pas tous les acteurs, mais une énorme quantité d'acteurs, que ce soit côté argentin ou côté anglais. Et puis en faisant un peu des flashbacks justement pour expliquer pourquoi l'Argentine était dans cet état. hmm, Voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent pas l'histoire argentine, ils sont arrivés en 86 dans un contexte de crise finalement de la sélection. Et finalement, ils ont gagné cette Coupe du Monde. Donc c'est écrit par Andrés Burgo, un journaliste argentin. Et donc je disais que ça va être mis en lumière parce que finalement ça a fait l'objet d'une adaptation en documentaire qui va être présentée au Festival de Cannes, donc ces d'accord. prochains jours. Donc ouais, ce sera, je pense, un film à voir pour ceux qui peuvent pas lire le livre. Mais bon, comme je disais, il est dispo en français quand même le bouquin. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors vraiment français, mais il y en a plein, quoi. Mais euh,
Peut-être. Moi, j'aime beaucoup tous les livres un peu que font la bande Christophe Kuchli, Des managers, là. Raphaël Cosmidis, Julien Maumont. Donc, ouais, un de leurs livres ou aussi le livre sur Cruyff de Sheriff Gaymour. D'accord. Voilà, avec un shérif super plume, c'est un style, en plus un style vraiment unique. Donc, voilà ce que je pourrais conseiller. Ok, super, très bien. Et maintenant, la dernière question. Cite-nous, s'il te plaît, un journaliste ou un chroniqueur que tu souhaiterais entendre dans le podcast chapitre sportif. Je te dirais, alors je sais pas, tu l'as peut-être déjà eu, vu qu'il a écrit pas mal de bouquins, mais justement Christophe Kuchli, est-ce que tu l'as déjà Ah eu? ouais, on a fait un épisode avec lui déjà. Alors, ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement lui, il a permis de faire monter en gamme l'analyse tactique, mais toujours en ayant ce regard journalistique. Justement, il restreignait pas ses analyses à la tactique, donc ça, ce qui me paraissait intéressant. Mais si tu l'as déjà eu, peut-être Deva Padou. D'accord. Parce que voilà, j'aime beaucoup sa plume, en plus on se connaît, Ok. et c'est un grand connaisseur de football. Ok, super, très bien. Encore une fois, Thomas, un grand merci pour la petite heure que tu nous as consacrée. Et j'espère que l'épisode donnera envie aux personnes de se procurer ton deuxième bouquin. Le premier également, hein, parce qu'il est aussi. Ouais, je crois qu'il est toujours disponible. Voilà, mais il faut pas se priver. Je pense que c'est deux belles lectures pour l'été qui arrive et pour les vacances, de bons compagnons pour les vacances qui vont arriver. On te souhaite toute la réussite que tu mérites pour le travail que tu as réalisé sur ce bouquin et on espère que les ventes seront au rendez-vous pour toi. Ok, merci beaucoup Rafik, merci pour l'invitation.